le ministère des Finances dit il faut surtout pas parler de reconfinement parce que le fait même qu'on reparle de reconfinement, ça fait baisser l'activité. Mais d'un autre côté, d'autres ministres parlent d'un reconfinement du 29 août. Nous avons le plaisir de retrouver notre ami le docteur Daniel Guggenheim. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors nous allons encore une fois, comme nous l'avons fait au début de cette émission, parler de la 4e vague de Covid-19 qui frappe, on va dire, de plein fouet l'État d'Israël. Et là, franchement, on a bien besoin de votre éclairage pour comprendre l'impact de cette vague sur l'économie israélienne. Parce qu'on a parlé du budget la semaine dernière, il est clair que cela va avoir un impact sur le budget. Et après, la question que je voudrais vous poser aussi par la suite, c'est est-ce que on peut envisager une 4e vague avec un risque de confinement, avec un risque de réduction de l'activité commerciale et professionnelle, sans, on va dire, une désallocation chômage, comme apparemment le ministre des Finances n'a pas l'intention d'en donner pour l'instant. Vous m'avez presque pris tous les mots de la bouche. Comme d'habitude d'ailleurs, votre présentation comporte aussi une partie des réponses que je voudrais donner. Dommage. Je voudrais vous dire, je ne sais pas si vous en avez parlé à vos auditeurs, sans de l'affolement, mais on parle de la 4e vague. Je voudrais juste dire qu'en Europe, j'ai parlé à un médecin cette semaine, ce qu'on a peur surtout, c'est de la 5e vague. Le virus lambda qui vient de Colombie, on appelle ça colombien. Bon, on verra plus tard, oui, mais ça veut dire, parce que quand vous dites le 4e vague, ça veut dire qu'on va de nouveau mettre les gens en confinement. Ça serait peut-être pas le dernier non plus, et c'est problématique. Premièrement, c'est problématique parce que l'économie, les investisseurs, ceux qui font marcher l'économie, n'aiment pas l'incertitude. Et il y a un indicateur qui s'appelle la confiance des investisseurs, la confiance des consommateurs. Il est au plus bas depuis quelques mois, et je pense que c'est dû au fait que il y a de l'incertitude. Par exemple, le ministère des Finances dit il faut surtout pas parler de reconfinement parce que le fait même qu'on reparle de reconfinement, ça fait baisser l'activité. Mais d'un autre côté, d'autres ministres, et on entend bien dans la presse, parlent d'un reconfinement. D'après, je sais pas si vous l'avez dit, j'ai vu des dates déjà fixées du 29 août. Donc, ça veut dire qu'il y a même des programmes qui sont faits pour ça. D'abord, il faut dire encore une fois, et je pense qu'on l'a dit souvent ici, ce qui est dommage, premièrement, c'est que les hôpitaux, le système de santé, n'a pas été préparé à la 4e vague. L'ancien gouvernement avait mis des postes, avait remis de l'argent pour justement augmenter le nombre de personnes qui pourraient s'occuper dans les hôpitaux. Et j'ai vu, je sais pas si on a fait écho ici, que maintenant déjà avant le corona, c'est-à-dire il n'y a heureusement que, malheureusement, mais disons proportionnellement, il n'y a que moins de 400 cas graves. Et ben déjà les départements internes dans les hôpitaux sont remplis non pas par le corona, pas d'autres maladies, parce que on fait de nouveau une politique, le ministère des Finances, très dure par rapport à la santé, et c'est un problème puisque on parle même que 1000 personnes parmi les personnes graves seraient hospitalisées à la maison et non pas dans les hôpitaux. Donc c'est un problème par rapport à ça. Second problème, encore, qu'il faut déjà noter, puisque vous avez parlé est-ce que l'État, le ministère des Finances, referait ce qu'on appelle le Chelat, c'est-à-dire payer le chômage partiel, permettre aux gens qui ne pourraient pas travailler d'avoir de l'argent, ou bien de redonner des manakim, donner des aides aux entreprises et aux indépendants à qui on demande de fermer. Et pour l'instant, la réponse du ministère des Finances est non, qu'on ne donnera pas ce système-là. Ou autrement. Et ça, c'est encore problématique parce que ça met encore les gens encore plus dans l'incertitude par rapport à leur avenir. Et il n'y a pas de mots. Et il risque déjà, il y a déjà eu hier, je sais pas si on a fait écho, de manifestations d'indépendants qui recommencent. Et on risque d'avoir une crise sociale si le ministère des Finances ne se reprend pas. Alors, y a-t-il d'autres conséquences à part celle-là ? Alors, on le voit déjà d'ailleurs, des secteurs entiers comme, lorsqu'on dit par exemple que maintenant, à partir de lundi prochain, la plupart des pays, il faudra revenir, quand on revient de ces pays-là, il faudra faire un isolement de 7 jours. Ça veut dire en clair, la plupart des gens ne vont plus voyager là-bas, surtout pour des vacances, puisqu'ils ne vont pas avoir 7 jours d'isolement. Et qu'est-ce qui se passe ? Si El Al ne va plus voyager, déjà, 1000 personnes ont été mises dans El Al, ont déjà été mis en congé. Et
Deuxièmement, les autres compagnies aériennes ne viendront pas aussi si ils n'ont pas la possibilité de faire un retour et que d'amener les gens vers Israël. Et donc, c'est un problème. C'est déjà, on le voit dans le secteur aérien, dans le secteur de tout ce qui est les spectacles, les choses comme ça. Ça commence déjà. Et donc, il faudra... Ce que vous dites, c'est que le gouvernement change son budget ou fasse des mesures sectorielles, en tout cas d'abord sectorielles et après sans doute pour l'ensemble de l'économie. Sinon, on risque d'être devant une grave crise sociale. Alors, on va maintenant parler d'un autre dossier qui se rapporte à, on va dire, à l'ensemble de la planète. Il s'agit donc de ce rapport des experts de l'ONU sur le climat, un rapport qui clairement pose la problématique de ces changements climatiques auxquels nous assistons, de ces développements, on va dire même climatiques extrêmes, la modification, la nécessité de réduire au maximum les gaz à effet de serre. Est-ce que on a parlé hier avec Jonathan Aikemon de l'impact de ce rapport, en tout cas de l'impact de cette situation sur le Proche-Orient. Israël est touché, il y a une augmentation sensible des températures en moyenne en Israël. Comment ça se traduit sur le plan économique, ces changements ? Oui, d'ailleurs, j'ai écouté votre interview très intéressante. Oui. J'ai pas compris son optimisme. Certaines fois, il a dit je suis assez calme pour ce qui est pas paisible pour ce qui va se passer en Israël. D'après moi, des marqueurs, c'est-à-dire un journal économiste, et encore une fois, du point de vue de l'économie, je vois ça. Ils ont parlé dans quelque temps de 55 degrés en Israël. Donc il y a oui à faire des choses très très importantes. Déjà, on sait que c'est pour certaines choses trop tard, mais les catastrophes arrivent déjà. Ce que vous voyez, bien sûr, les incendies que vous voyez maintenant ont un coût économique. Ils ont un coût économique d'abord parce que les assurances dans le monde entier vont augmenter leur prix puisque il va y avoir beaucoup de dommages et intérêts pour ce qui s'est passé là. Et ça va faire bien entendu aussi des répercussions sur les assurances en Israël, parce que les assurances en Israël, les assureurs se réassurent sur les grandes sociétés comme Lloyd's dans le monde entier, donc ils sont touchés directement par ce problème du climat. Maintenant, autre chose qu'il faut bien voir. On en a parlé ici beaucoup du problème du prix des fruits et légumes cette année qui ont augmenté beaucoup et ce que le ministère des Finances veut faire. Mais d'abord, ce problème est parce que comme il y a moins d'eau en moyenne depuis plusieurs années qui tombe en Israël, alors là, on a réduit la part de l'eau que les agriculteurs pourraient utiliser pour produire des fruits et des légumes. Et donc, s'il y a moins de fruits et des légumes, automatiquement, puisque la demande est la même, il y a une augmentation importante des prix. Donc, on le voit déjà maintenant, nous, par ces deux phénomènes-là, qu'il y a un problème économique réel et immédiat de la conséquence des problèmes des problèmes du climat. Bien entendu, ce qui est encore, on l'a vu d'ailleurs cet hiver, il y a moins de pluie en moyenne, mais quand ça tombe extrêmement fort. Et Israël, les villes en Israël ne sont pas prévues pour pouvoir absorber une telle quantité d'eau. Et ce qu'on a vu cet hiver-là, où on le voit plus souvent maintenant qu'il y a des précipitations en 1 ou 2 jours, ça fait tellement important que la ville entièrement comme Nahariya ou des villes comme ça sont inondées et ça a bien entendu aussi un coût économique immédiat, pas seulement pour le fait que peut-être dans plusieurs années l'eau de la mer fera que Tel Aviv risque d'être submergée par l'eau. Alors on va aussi parler avec vous de l'entrée en vigueur de nouvelles mesures qui se rapportent aux prêts hypothécaires. Oui. De quoi s'agit-il ? La Banque d'Israël a maintenant officiellement hier décidé des nouvelles mesures pour encadrer les mashkantot, les prêts hypothécaires. Il y a depuis quelques mois une ruée des acheteurs, des emprunteurs sur les prêts hypothécaires dans les banques. On est arrivé le mois dernier 11,5 milliards de shekels, c'est énorme et c'est un record historique. Chaque mois on fait un record historique. Maintenant, la Banque d'Israël avait fait quelques allégements, avait permis de faire baisser les taux d'intérêt en le faisant sur ce qu'on appelle le prime, c'est-à-dire le taux directeur de la Banque d'Israël qui est extrêmement faible. Et donc, comme les banques ont baissé leurs taux, ça a aussi incité les gens à plus emprunter. Maintenant, ce que la Banque d'Israël veut lutter, c'est contre ceux qui achètent des appartements pour investir dedans. En fait, ce n'est que 15% des acheteurs sont des investisseurs. Mais c'est sur eux que la Banque d'Israël a pris ces mesures hier en disant la chose suivante. On ne pourra plus hypothéquer un autre bien
pour pouvoir acheter une autre maison. Sauf dans le cas où quelqu'un a déjà une maison et c'est sa seule maison et qu'il le fait pour acheter une maison meilleure, ce qu'on appelle en hébreu Meshapre Adio. Oui. Alors, comme il y a eu une critique là-dessus, là, la Banque d'Israël a cédé et a dit, en ce qui concerne ce problème-là, je permets jusqu'à 2 ans, comme les impôts le font, de pouvoir considérer la première appartement comme pour pouvoir servir d'hypothèque et donc de pouvoir compléter pour avoir le droit au prêt. Qu'est-ce que les économistes pensent de ça? C'est que ils ne pensent pas que ça va faire baisser vraiment le nombre de mashkantaot, de prêts hypothécaires qui sont pris par les gens. Par contre, ça peut avoir une conséquence que en dehors des banques, il y a aussi des compagnies financières qui prêtent à très long terme sur hypothèque. Et ces compagnies, d'ailleurs, ont généralement des taux plus lourds que les banques. Mais ce qui risque d'arriver, c'est que finalement, ceux qui n'arriveront pas, parce qu'ils n'auront pas ces fonds propres, à aller dans le cadre normalement du système bancaire, de toute façon, ils voudront, pour avoir un prêt pour un appartement, ils iront vers des solutions qui seront plus chères. On ne pense pas que c'est ça qui va faire refroidir le prix du logement qui a augmenté depuis 7 ans, depuis 7% en un an. La solution que tous les économistes et financiers et du métier disent pour faire baisser les prix de l'immobilier, il faut construire. Et il y a des endroits, on peut construire dans le Negev, on peut construire dans le Galil, il suffit de rapprocher le sud du centre de la capitale. D'ailleurs, il faut dire, souvent le gouvernement israélien, par les économistes, ont été critiqués parce que le budget, justement, écarte les gens de la périphérie du centre, et c'est un problème parce que depuis les dernières années, c'était le contraire que le ministère des Finances et d'autres ministères avait voulu faire. Alors, je voudrais maintenant qu'on revienne sur cet euro qui est en train de descendre par rapport au shekel, le shekel qui reste toujours très fort comme monnaie. On est à 3,80 presque, si je ne m'abuse, ou moins. Même moins. Ben. Je vous fais témoin que souvent dans cette chronique, j'avertis surtout les Olim, qui sont nos premiers auditeurs, que s'ils ont des euros et qui veulent venir en Israël ou qui sont venus en Israël, de ne pas garder leurs euros et de le transformer en shekel, parce que l'euro va baisser. Il est maintenant à son coût le plus bas depuis 1 an par rapport au shekel 377, 378. Et il est aussi très faible par rapport au dollar. Parce que ce qui se passe, c'est que la machine américaine a repris sa croissance. Il y a eu des plans très très importants faits par Biden qui ont fait qu'il y a une baisse énorme du chômage. Et à partir du moment où les gens voient que l'Amérique reprend, ils revont sur les investisseurs dans le monde entier, les cambistes revont sur le dollar. Comme en plus l'euro a un taux négatif, j'attire encore l'attention de nos auditeurs là-dessus, qu'ils sachent que si en Israël ils ont des euros et qu'ils ont plus que 100 000 euros, les banques en Israël leur prennent des intérêts négatifs. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, ils auront 0,5% en moins de ce qu'ils ont. Parce que la Banque Centrale Européenne, elle veut absolument aider les pays. Les pays européens, on le voit maintenant, la Grèce avec le problème de l'incendie et autres, sont extrêmement endettés. Justement, je n'ai pas parlé, le déficit budgétaire en Israël est très faible. Il a d'ailleurs baissé en juillet. Et donc, on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi le ministère des Finances a voulu faire de telles coupures. Alors, la Banque d'Israël aussi, elle a dit que c'était étonnant. Et c'est ça le résultat. Une dernière chose, ça me fait penser, il y a eu beaucoup d'économistes ont crié des yeux cette semaine en voyant que Lieberman, alors qu'il a un conseil économique qui s'appelle la Banque d'Israël d'après la loi, a décidé de faire un autre conseil économique qui sont des gens qui sont dans des affaires. Telle personne est directeur d'assurance, etc. Alors, oui, mais c'est un problème de conflit d'intérêts. Et aussi, pourquoi prendre des conseillers lorsqu'on a la Banque d'Israël pour les conflits d'intérêts pour Avigdor Lieberman. Voilà, ça, je vous laisse dire. Alors, voilà. Et eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette revue de la presse économique que vous aviez sélectionnée pour nous. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, d'avoir été avec nous. On se retrouve mercredi prochain pour d'autres informations importantes et pertinentes. Merci d'avoir été avec nous ce matin.